Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo, Alfred Chongo et Gratien Rokindikiza. L'actualité économique à présent, la question n'a pas fait l'objet d'un gros débat en Afrique et pourtant la sortie des Britanniques dite Brexit votée ce jeudi aura, selon certains observateurs, un impact économique sur le continent. Explication avec Amira Benjabala Jean-Pierre. Le Brexit aura-t-il un impact sur l'Afrique? Le verdict est connu depuis ce vendredi matin puisque ce sont 52% des votants britanniques qui ont dit oui à une sortie de l'Europe. Et depuis l'annonce de cette nouvelle, les conséquences se multiplient. Plongée de la livre sterling, chute des indices boursiers et du prix du baril. Et l'Afrique, elle aussi, sera inévitablement impactée par ce Brexit puisque la Grande-Bretagne est le deuxième plus gros investisseur européen sur le continent après la France. Un impact qui serait positif selon certains experts. Le Brexit est une opportunité de prospérité pour les agriculteurs africains qui pourraient échapper à la politique agricole commune européenne, qui a surtout favorisé les Européens et grandement contribué au maintien du continent africain dans la pauvreté. Et pourtant, selon d'autres analystes, ce Brexit n'est pas un événement dont l'Afrique pourrait tirer des avantages. Pire encore, elle risquerait bien d'en pâtir. Je crois que la sortie de la Grande-Bretagne du Royaume-Uni dans l'Union européenne, c'est une mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle, parce que nombre d'accords commerciaux entre le Royaume-Uni et les États africains devront probablement être renégociés puisqu'ils ont été conclus via l'Union européenne. Les principaux pays qui seront affectés seront par exemple l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Botswana, l'Angola, le Kenya, le Ghana et le Sénégal, avec lesquels des exportations britanniques en Afrique subsaharienne se font principalement. Par exemple, l'Afrique du Sud, avec le Brexit, pourrait faire perdre à l'Afrique du Sud 0,1% de croissance à son économie qui est déjà proche de la récession. Pour le moment, nul ne peut prédire avec exactitude les conséquences de ce Brexit sur le continent. Il faut noter tout de même que sur du court terme, l'Afrique risque d'être touchée par la récession globale, enclenchée par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Gratien, cette décision va-t-elle donner naissance à un partenariat plus direct entre l'Afrique et la Grande-Bretagne? Un partenariat plus direct entre les anciens pays colonisés par la Grande-Bretagne, notamment le Kenya, la Tanzanie ou les autres, le Nigeria. Mais pour les pays par exemple francophones qui n'avaient pas de relations directes, beaucoup de relations directes avec la Grande-Bretagne, ces pays vont se contenter de l'Union européenne qui reste. Cela veut dire qu'il y a ceux qui vont gagner, d'autres qui vont perdre. Il y aura aussi, dans ce partenariat, il faut savoir au niveau du financement, que ce soit l'ACP, il y aura une diminution de l'enveloppe. Il y a d'autres pays qui vont en profiter parce que les Anglais vont encore financer directement ces pays sans passer par l'Union européenne. Il y aura aussi des pays qui vont bénéficier, notamment au niveau de l'agriculture, de l'absence des normes. Parce qu'il faut dire que les normes qui sont imposées par l'Union européenne sont assez dures. Donc, si les Anglais ne suivent pas, donc il y aura une certaine ouverture des agriculteurs africains, anciennement colonisés par les Anglais. Alfred, quel impact sur les accords commerciaux entre l'Union européenne et le continent? Est-ce que tout est remis en question? Pas forcément, puisque l'Union européenne est le partenaire principal des États africains, de l'Union africaine. Ça aura certainement un impact dans la mesure où alors, les accords de Cotonou qui lient l'Afrique et l'Europe demeurent de toute façon. Et puis, la participation, la contribution britannique ne va pas s'arrêter brusquement, puisque de toute façon, ils ont déjà versé leur part pour cette année-ci. C'est dans l'avenir, il faut réfléchir à moyen terme. À court terme, ça ne va pas avoir d'impact direct, mais à moyen terme et à plus long terme, peut-être que ça diminuerait le budget justement que l'Union européenne, du Fonds européen de développement, vis-à-vis des pays africains et peut-être du Pacifique, des Caraïbes et du Pacifique. Mais au niveau de l'Europe aussi, il peut y avoir des réorientations. Ça, c'est certain. Je pense que au niveau de l'agriculture, puisqu'on l'a évoqué, je ne suis pas certain que ça puisse avoir un impact direct. Le problème, c'est que les pays africains commettent toujours la même erreur. L'organisation de l'agriculture en Afrique dépend des États.
Or, dans la plupart de ces États-là, quelle est la politique agricole de chacun de ces États et puis au niveau du continent? On en cherche la trace, on ne voit pas. Et on a vécu justement sur les subventions ou les aides de l'Europe ou du G20, du G7 et puis du G20 par exemple. Mais les fonds qui ont toujours été proposés pour relancer l'agriculture en Afrique ne sont jamais venus. Bien sûr, les subventions de l'agriculture européenne favorisaient les agriculteurs européens, mais ça dépendait aussi des pays africains déjà de dynamiser leur propre agriculture sans attendre les fonds qui viennent de l'Europe. Merci Alfred. Autre info économique, retrait d'espèces limité au Zimbabwe en raison d'une grave crise de liquidité bancaire. Le retrait d'espèces auprès des banques ou des distributeurs automatiques est désormais plafonné à $1000 par jour. Les détails avec Alioune Guendo. Limitation des retraits bancaires au Zimbabwe. Depuis le mois de mars 2016, le Zimbabwe fait face à une crise financière plus aiguë qu'auparavant. La Banque centrale a décidé de limiter les retraits dans le pays. Résultat, à Harare, la capitale zimbabwéenne, les longues files à l'extérieur des banques sont devenues monnaie courante. Les individus se bousculent pour avoir accès à leur épargne. Beaucoup d'entre eux craignent de revivre la situation de 2008 quand l'inflation a atteint 500 milliards % après des impressions arbitraires de billets de banque. La crise financière du Zimbabwe a pris du temps. Rien qu'à regarder le déficit commercial enregistré depuis la dollarisation de 2009, aujourd'hui, ce déficit est de 3 milliards de dollars. Notre économie perd plus d'argent qu'il n'en gagne et la situation s'est aggravée avec la politique monétaire annoncée le 4 mai par le gouverneur de la Banque centrale, qui consistait à faire circuler une monnaie symbolique. Ceci a altéré la confiance du public déjà mise à mal par le secteur bancaire et l'histoire des finances du pays. Aujourd'hui, ils se ruent vers les banques. Nous avons de longues files d'attente devant les banques et les gens tentent de retirer tout ce qu'ils ont épargné. Depuis le mois de janvier 2009, le Zimbabwe utilise des devises étrangères, le dollar américain, la livre sterling, le rand sud-africain, l'euro, le yuan chinois, le pula botswanais et la roupie indienne. Rappelons que le pays a déjà imposé des restrictions sur les importations de certains produits de base pour protéger l'économie locale. Ce que nous traversons en ce moment au Zimbabwe, ce n'est pas une crise financière, mais une crise économique. Le manque de liquidité résulte d'une situation mise en place progressivement. Donc vous avez une combinaison de politiques gouvernementales qui ne sont pas bien élaborées pour attirer les investissements, ni créer des emplois, et encore moins produire. Avec toutes les restrictions économiques imposées, le Zimbabwe pourrait perdre des revenus importants à un moment où il a désespérément besoin de liquidités. La récession que ce pays a subie entre 1999 et 2008 a décimé ses industries, creusant son déficit financier qui est passé de 400 millions à 3,3 milliards de dollars en 2015. Jean-Marie, limiter le retrait d'espèces, c'est la bonne solution pour résoudre une crise de liquidité? C'est une solution qui peut être valable sur le court terme. Bon, moi, je ne suis pas contre. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez une masse monétaire qui circule dans un pays. Cette masse monétaire-là doit être disponible pour les agents économiques de ce pays-là. Dès l'instant que vous avez une convertibilité, c'est-à-dire approximative, qui est faite, il faut savoir que les achats, c'est-à-dire d'une économie comme celle du Zimbabwe, sont opérés en quoi? En devises étrangères. Donc à partir de ce moment-là, quand vous n'avez pas suffisamment de devises pour pouvoir acheter ce qui se passe à l'étranger, que fait l'État? L'État va contracter, si vous voulez, les montants des retraits pour essayer d'avoir une marge de manœuvre pour son action extérieure. Donc ce qui se passe au Zimbabwe, ce n'est pas parce que ça se passe chez nous en Afrique. La même chose s'est passée en Grèce. En Grèce, ils sont restés pendant un certain temps sans que vous ayez des Grecs qui aient la possibilité de retirer plus de 40 €, si vous voulez. Donc à la limite, c'est une politique monétaire qui peut être mise en place, même si, d'aucuns peuvent vous dire qu'elle n'existe pas, la politique monétaire. Une politique monétaire, c'est quoi? C'est-à-dire c'est l'État qui émet l'argent qui circule, qui est mis en circulation dans une économie. Donc à partir de là, ce qui se passe au Zimbabwe, c'est tout simplement lié aussi, si vous voulez, à la défiance des investisseurs extérieurs. Gracien, je vois que vous avez envie de réagir. Oui, comme dit Jean, pour moi, ce n'est pas une politique vraiment monétaire en soi, c'est plutôt une conséquence d'une situation donnée, d'une situation de la mauvaise gestion, parce que
dans un pays, quand il y a un problème de liquidité, c'est qu'il y a un vrai problème dans ce pays, un problème de production, un problème de circulation monétaire et un problème aussi de politique monétaire décidée par la Banque centrale ou autre. Ce qui se passe au Zimbabwe, c'est qu'on n'a plus de monnaie dans ce pays. Les banques vont gérer la monnaie qui appartient aux Américains, la monnaie qui appartient aux Sud-Africains, aux Chinois. C'est-à-dire, c'est vraiment, ce que je peux dire, c'est du n'importe quoi monétaire. Non, Alfred, les banques ne gèrent pas toujours l'argent qui appartient directement aux États. Il y a la Banque centrale, ça passe par la Banque centrale, bien sûr. Mais les banques sont les intermédiaires. Les banques sont les intermédiaires. Alfred, juste très rapidement, l'option d'une monnaie virtuelle a également été énoncée. Est-ce que c'est une bonne alternative ? Dans la situation actuelle du Zimbabwe, toute solution qui peut permettre de sortir justement de cette mauvaise gestion à la fois du pays, de l'économie, de cette faillite, ça c'est vraiment l'exemple type d'un État failli. La comparaison avec la Grèce montre effectivement, là vraiment ce sont deux États faillis complètement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu très mauvaise gestion, comme le disait Gracien, qui entraîne justement cette situation-là. Place à présent à notre chiffre du jour. Les compagnies aériennes nord-africaines captent 45% du trafic des compagnies du continent de l'Afrique subsaharienne. Egyptair arrive premier, suivi d'Air Algérie et de la Royal Air Maroc. Jean-Marie, est-ce que c'est là le signe que les consommateurs africains font visiblement plus confiance aux compagnies nord-africaines qu'à leurs compagnies nationales finalement? Vous voulez dire les compagnies subsahariennes en Afrique subsaharienne? Graziella, c'est-à-dire ça c'est une problématique qu'on a déjà posée sur ce plateau long en large. Il me souvient, il y a 2 ans en arrière, j'étais avec Alfred sur le plateau. Quand on a lancé Eker, moi j'ai écouté aujourd'hui, quand on a lancé Eker, je l'ai dit sur le plateau ici que voilà encore une bêtise qui est en train d'être commise. Eker a commandé 2 Dreamliner. 2 Dreamliner... Il faut rappeler que c'est la compagnie du Congo-Brazzaville. Bon, Eker, c'est le Congo-Brazzaville. Je te le concède, Alfred. J'avais dit que vous ne pouvez pas avoir, c'est-à-dire dans le monde entier, sur le marché du transport aérien, il y a ce qu'on appelle une taille critique sur le marché. Si vous n'atteignez pas cette taille critique-là, vous pouvez créer toutes les compagnies aériennes que vous voulez. Et étant donné que les compagnies, c'est-à-dire nationales, sont incapables de pouvoir supporter ne serait-ce que les lourds investissements dans l'aéronautique, moi et à la fois, on a toujours recommandé sur ce plateau, créons des compagnies régionales. Quand je prends le cas de l'Afrique centrale, vous avez la Camer, vous avez, des compagnies guinéennes, vous avez Eker qui vient de naître. Mais pour quel marché? Est-ce que vous avez suffisamment, d'hommes d'affaires qui puissent voyager pour rentabiliser ces compagnies-là? Nous en étions même arrivés à la conclusion suivante, c'est bien que Air Afrique a failli, nous sommes d'accord. Mais maintenant, vous avez d'autres outils, d'autres instruments qui peuvent être mis en place pour pouvoir, créer des compagnies sous-régionales. Air Sénégal, on ne peut pas les citer, tout elles tombent. Mais pourquoi est-ce que les États ne peuvent pas penser qu'il nous faut créer des compagnies sous-régionales? En dehors de ça, l'Afrique va complètement perdre, si vous voulez, le flux des passagers en Afrique. Ce sont des compagnies étrangères qui vont, se servir sur le dos de l'Afrique. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on manque de prospective. On manque, de création des synergies entre les économies. Merci Jean-Marie. C'est à présent la fin de cette émission qui marque également la fin de notre semaine spéciale UEMOA. Notre prochain volet sera consacré aux rêves olympiques à l'approche des Jeux olympiques de Rio 2016. Alfred, merci d'avoir été avec nous. Merci Graziella, ça a été un bonheur de terminer cette semaine avec vous autour de ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci aussi de leur accueil bienveillant. Merci à vous également Gracien. Merci Graziella, bonsoir à tous. Et merci à vous, Jean-Marie. Merci, Graziella. Bonsoir à tout le monde, téléspectateurs et téléspectatrices. Et bon week-end, à tous nos chers téléspectatrices d'Alfred. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom. Très belle soirée.